comment va se dérouler notre soirée. Dans un premier temps, Didier va prendre la parole, va vous présenter sa méthode de travail, sa vision. Et dans un second temps, on vous donnera la parole et tout le monde est là pour répondre à vos questions. Alors, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous les candidats que je vois effectivement venus de l'ensemble du Garaudannien. Donc, Spiripontin, chers amis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 55 ans. 55 ans dans ce territoire, issu d'une famille depuis 4 générations. Donc, à Pont-Saint-Esprit, ici, je suis chez moi. Vous allez d'ailleurs recevoir prochainement notre profession de foi. Vous allez recevoir aussi en intermédiaire notre dernier flyer qu'on a gardé un peu dans la confidence parce qu'on a quand même été bien... comment? Spolié, j'aime bien ce mot. Spolié sur un certain nombre de nos actions. C'est pour ça qu'on est resté plutôt dans la perspective et non dans le concret réel. Si ce n'est qu'un certain nombre de nos thématiques sont quand même clairement affichées en termes d'efficacité. Voilà. Moi, ce que je tenais, c'était de mettre de l'efficacité, de mettre du sens, de mettre de la compétence. Parce que plus j'ai attendu, plus j'ai des personnes de valeur qui sont venues justement renforcer cette structure, trouver la bonne compétence pour que demain, j'espère, on arrive à porter le projet de demain. Je laisserai maintenant la place au réalisme et à la compétence et justement au lancement de notre PowerPoint. Allez, maintenant on va passer dans le concret, vous allez voir l'efficacité, vous allez voir à quoi est lié notre projet qui maintenant passe en phase opérationnelle d'un programme maintenant adapté à la ville, adapté au changement de cap, parce que seul le changement de cap remettra dans cette ville au premier rang de notre territoire du Garaudannais. Merci Didier. Au niveau des déchets, alors bien sûr, on a parlé de la propreté, on va en reparler. Les dépôts sauvages. Alors il y a pas mal de dépôts sauvages sur la ville de Pont-Saint-Esprit. Du matériel, de meubles, des meubles désaffectés, d'électroménagers et bien d'autres, malheureusement. Il y a aussi du débordement de certains conteneurs. Alors est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce qu'ils sont en mauvais emplacement? Donc c'est tout à revoir. Et nous sommes en train de le revoir. Alors les conteneurs, bien sûr, c'est tous les conteneurs jaunes, les ordures ménagères. Il y a aussi les conteneurs, vous savez, de verre. Ça me dérange un peu les conteneurs de verre parce qu'il y a toujours des débris de verre tout autour et au sol. Et après de longues pluies, ça découle sur la chaussée. Alors c'est pas bien propre non plus. On a quelques solutions aussi. La solution, je vais peut-être vous la donner, elle est un peu bête. C'est simplement de mettre une plaque, ce qu'on appelle dans tout venant un lèche-frites. Voilà. C'est des petites choses, mais qui peuvent faire avancer pas mal de choses. Après, je voulais vous parler aussi des sensibilités. Alors, les sensibilités, on rejoint un peu... bon, j'ai rien contre les animaux, mais je vous parlais quand même des déjections canines. Les déjections canines, on n'arrive pas à lever un peu la tête pour regarder ou de beaux monuments, parce qu'il faut toujours regarder au sol. Bon, c'est un peu gênant, c'est un peu gênant. Alors, bien sûr, on m'a dit, oui, mais monsieur, il n'y a plus de rouleau, il n'y a plus de dévidoir, on peut prendre des choses de chez nous aussi, un papier journal, ou un emballage quelconque, hein, pour se débrouiller. Mais, bon, bien sûr, on va remettre en condition ces dévidoirs, on va les re-remplir, on va tout remettre en exergue, bien sûr. Alors, on nous a parlé aussi de la présence de pigeons. Voilà, certains nous ont posé la question, bon, les pigeons, il y a des éjections, c'est pas très propre non plus. Donc, il va falloir qu'on s'en occupe. Alors, s'il y a des personnes d'associations d'animaux dans la salle, je n'ai pas dit qu'on va les exterminer non plus. Oui, aussi. Alors, pour cela aussi, il y a l'état aussi de la chaussée, de la voirie. On s'aperçoit qu'il y a des traces d'hydrocarbures, enfin, que
la chaussée n'est pas très très propre. Donc sur les mesures à apporter, donc déjà sur les incivilités, nous avons une brigade qui s'appelle une brigade verte. Cette brigade, alors on va revoir avec eux, c'est en toute concertation avec les agents de la municipalité. Donc on revoit tout ça avec eux. Il va falloir qu'on s'organise au niveau des missions, des horaires, et savoir le nombre de personnes. Parce que la prévention, bon, et la verbalisation, bon, on n'est pas là pour verbaliser au départ, bien sûr. On va sensibiliser. Il faut sensibiliser les personnes au civisme. Quand je vous parlais des chiens tout à l'heure, bon, il y a un nombre de personnes, bien sûr, qui sont responsables. C'est toujours une minorité, mais la minorité, ben, on la rencontre, malheureusement. Alors, sensibiliser au civisme par la communication, par des flyers. Ben, on montera s'il faut des ateliers par quartier pour rappeler le tri, comment il faut le faire. Et peut-être repousser aussi avec un peu de pédagogie dans les écoles pour les enfants. Alors, je ne sais pas si ça existe déjà, mais il faudrait peut-être le refaire et appuyer un peu plus là-dessus. Alors, on m'a parlé aussi des conteneurs. Des conteneurs qui sont parfois mal placés ou un manque de conteneurs. Donc nous allons revoir tout ça. On reverra tout ça par quartier. Voilà. Donc il y a des personnes, il y a des référents de quartier, je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle, mais voilà, on va essayer de travailler avec eux. Enfin, on ne va pas essayer, on va travailler avec eux. Pardon. Alors le nettoyage accru de la voirie. Je vous parlais des sols qui n'étaient pas bien propres, on va dire ça comme ça. Il faut qu'on s'appuie sur une concertation avec les agents municipaux qui sont impactés sur le nettoyage. Il faut qu'on travaille aussi avec eux. Il faut qu'on voie, là je crois que c'est un nombre de 6 sur le nettoyage, il faut qu'on voie avec eux aussi sur le matériel, s'ils ont du matériel adapté, s'ils ont du matériel qui fonctionne. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à refaire et bon, on les refera. Les déjections, je vous en ai parlé, la réhabilitation, donc la réparation des distributeurs de sachets. Bon, je voulais vous parler aussi de prévoir des aires clôturées et canines, on appelle ça des canisettes. Alors les canisettes, c'est simplement un enclos qui est fermé, où on amène son chien dedans, et on met à disposition bien sûr un dévidoir et la poubelle qui va bien avec, parce que c'est pas l'agent municipal non plus qui va ramasser tout ce qui est au sol. Voilà. C'est simplement un enclos fermé. Voilà, je crois que je termine au niveau de la propreté et je vais laisser la place à mon ami Guyenne. Merci Claude. Bonsoir. Ceux qui me connaissent, je suis M. Guillaume. J'ai été pendant 2 ans adjoint à la sécurité et à l'environnement. C'était de 2008 à 2010. Hélas. En 2010, M. Castillon est arrivé. J'étais adjoint à la sécurité, donc je m'occupais de la vidéoprotection et de l'environnement. C'était vraiment beaucoup de tristesse que j'ai appris ce retrait des opérateurs la nuit. Alors, rassurez-vous, nous allons rétablir la vidéoprotection 24 heures sur 24. Nous allons le faire simplement par redéploiement en interne, basé sur le volontariat et si nécessaire par des embauches extérieures. Il est important que cette vidéoprotection y ait toujours quelqu'un 24 heures sur 24, c'est-à-dire jour et nuit. Les incivilités, elles se passent la nuit à partir de 2 heures, voire 3 heures du matin. S'il n'y a personne pour les constater, on ne pourra jamais faire des flagrantis. Pendant cette période où j'étais adjoint, la sécurité baissait systématiquement de mois en mois. Et après, vous pouvez constater que ça a continué malheureusement à augmenter. De plus, nous souhaitons mettre 2 caméras supplémentaires avec lecture de plaques minéralogiques à l'entrée et à la sortie de Poste-Détruit, c'est-à-dire à l'entrée côté Bolène et à la sortie côté Bagnols-sur-Cèze. En ce qui concerne la police municipale, aujourd'hui son effectif est insuffisant. Nous allons procéder immédiatement et ce rapidement à l'embauche de 4 ou 5 policiers municipaux supplémentaires. Pourquoi? Simplement parce que nous souhaitons que la police municipale soit présente
sur le terrain, le jour, comme la nuit. C'est vrai que ça a un coût, mais ce coût est nécessaire à votre sécurité et au bien-être des Spiripontains. Il est bien évident que la sécurité, c'est aussi un problème d'environnement, donc un éclairage public conséquent. Quand une ville est bien éclairée le soir, on réduit aussi les incivilités. Quand on a des passages cloutés qui sont également éclairés, repeints au sol, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Quand on a des trottoirs également, et quand on pense que de Lidl jusqu'à Lamartine, on n'a que des fossés qui ne sont même pas busés, qu'il n'y a pas de trottoir, c'est dangereux pour les enfants, les personnes âgées, les handicapés. Tout ça, nous allons y remédier, parce que la sécurité, c'est notre priorité, et c'est quelque chose que nous allons pouvoir réaliser dans les 5 jours. Merci. Ce point de protection et propreté, hein, c'est vraiment une dualité qu'on a souhaité mettre en avant, et surtout en 100 jours. Alors, bon, je sais que maintenant, il y a des parodies qui sont faites sur les candidatures concurrentes, mais nous, 100 jours, c'est pour l'efficacité, c'est pas simplement pour faire de l'affichage électoraliste. À ce jour, si demain, cette ville n'est pas sécurisée et propre, tout le plan d'action qu'on est en train de déployer ne verra pas le jour. Alors, la relance économique. L'année des baguettes magiques ce soir. Alors, nos constats. Oui, absence de lieu d'accueil pour les nouvelles entreprises. Effectivement, il faut quand même savoir que c'est la seule ville du Gardonien qui n'a pas de zone d'activité de compétences communautaires. Manque de sollicitation des entreprises pour les projets municipaux. C'est quand même une des rares villes qui a signé la charte de consommation que j'ai écrite et qu'on est les seuls et qu'on a été les premiers à avoir signé dans la commune où j'ai exercé pendant 12 années mon mandat de maire. Et donc effectivement, il y aura une sollicitation des entreprises pour les projets municipaux. Ça me paraît d'être d'une logique implacable, sachant que c'est quand même les entreprises TPE-PME de cette ville qui payent une grande partie des impôts qui font fonctionner cette collectivité. Et on finira par une imposition trop élevée, effectivement, c'est un constat. À ce jour, cette ville détient le record national dans le top. Je crois qu'elle est 663e sur 36 000 communes en termes d'imposition foncier bâti. Colossal, inacceptable. Alors, après les constats, nos objectifs. Une ville attractive en matière d'emploi, une ville qui fait appel aux acteurs économiques locaux, une ville touristique basée sur le respect de l'environnement et redonner du pouvoir d'achat. Alors comment arriver à passer d'une complexité qui à ce jour n'est pas appliquée à des mesures efficaces? Alors nos mesures, la première, elle est forcément de respecter la charte d'acheter local. Si on n'achète pas local, si on ne fait pas travailler local, il n'y aura pas de reprise économique et d'attractivité dans cette ville. Deuxième point, créer une zone franche pour les entreprises. Effectivement, on va être obligé de travailler sur un socle défiscalisé. C'est la réflexion qu'on est en train de mener. On vous en dira un peu plus dans le mécanisme pour la mettre en place, mais à ce jour, sans accueil à des coûts facilités, il n'y a aucune entreprise qui reverra le jour à Port-Saint-Esprit. Tous les entrepreneurs que je connais, toutes les grandes sociétés à qui j'ai fait appel, m'ont dit qu'elles ne reviendront plus dans cette collectivité si on ne les accueille pas différemment. Favoriser l'économie locale par des circuits courts et verts, effectivement, il faut travailler maintenant sur des nouveaux modes de consommation avec des producteurs locaux. Je pense qu'il y a un certain nombre de structures qui peinent à vendre leurs produits et nous, on va les acheter ailleurs. Donc effectivement, là-dessus, il y aura un grand plan de consommation locale, un grand plan aussi d'export
d'import-export. Alors moi j'appelle ça le circuit court à l'international. Alors c'est vrai qu'actuellement le circuit court à l'international, ça nous remet un peu dans la configuration, parce qu'on voit bien quand il y a des risques de pandémie, en tout cas d'épidémie, on se retrouve bien avec des produits qu'on ne sait plus écouler. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos viticulteurs ont passé sur leur marché chinois quasiment à zéro, et petit à petit vont décliner. Il faut effectivement qu'on travaille sur ce socle de consommation, et c'est valable avec tous les produits, et je pense que remettre un peu plus de consommation va nous redonner un poumon, et donc un poumon d'emploi dont on voit la déclinaison à la fin. Alors, baisse des impôts, c'est une obligation. S'il n'y a pas de baisse des impôts immédiatement dans cette collectivité, elle ne repartira pas. Alors, elle ne repartira pas pour un certain nombre de bonnes raisons. À ce jour, vous savez bien que le socle fiscal de cette collectivité est quasiment basé sur les recettes fiscales. Et quand on sait que 63% de la population ne paie pas d'impôts, forcément, l'assiette, elle ne peut pas être équilibrée. Donc, on a un taux qui est colossal, qui a fait fuir. Donc, tout est basé sur quelque chose de plus juste, où tout le monde va se retrouver en termes d'imposition. À ce jour, faire payer 37% de la population pour les 63 autres, c'est pas acceptable. Et ça ne l'est pas acceptable, y compris pour les entreprises TPE, PME, qui payent un lourd tribut, d'autant plus qu'à ce jour, sur la plupart des marchés que je vois passer par le conseil municipal, je ne vois quasiment aucune entreprise de bon. Alors ça, c'est stupéfiant, quand je sais que précédemment, je les faisais plus travailler que leur propre ville. Effectivement, il faut revoir cela, et il faut le revoir immédiatement. Alors, le dernier point, qui normalement ne devrait pas être, mais qu'il n'y aura pas de choix que de le créer, c'est la maison de l'emploi. À ce jour, il existe une maison de l'emploi, c'est une compétence communautaire, on voit l'efficacité, on est à Pont sur la ville qui détient le taux de chômage record dans le Gard rhodanien. Donc effectivement, il va falloir accompagner, être beaucoup plus proche des personnes en demande d'emploi pour leur trouver la possibilité. Alors, effectivement, on n'est pas sur un territoire avec une perspective zéro chômeur, comme certains peuvent l'annoncer, bien sûr que non. Mais après, ça s'appelle de la synergie. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les grands partenaires. Vous savez qu'on est quand même le premier, le deuxième, oui, effectivement, il y a Toulouse avant, le deuxième territoire industriel de la région Occitanie. Il faut quand même le savoir, on est le deuxième territoire industriel d'Occitanie avec le taux de chômage record de la même région. Enfin, ça paraît quand même très surprenant. Donc, il faut mailler, il faut cartographier, il faut être plus proche de ceux qui sont en demande d'emploi, et demain, on va trouver des solutions, et la création de la maison d'emploi qui sera effectivement une déclinaison avec la dualité de l'agglomération sera, à mon avis, un pôle qui va vous ouvrir des portes et qui va vous permettre peut-être de mieux vous orienter, d'être mieux aiguillé et d'être mieux formé, parce qu'effectivement le pôle formation n'est pas acceptable. À ce jour, les trois quarts des formations qu'on vous propose, c'est des formations qui ne déboucheront pas sur un emploi. Pourquoi les faire? Donc, je connais un certain nombre de sociétés qui font de la formation avec 100% des jeunes qui sortent avec un emploi. C'est ça qu'il va falloir faire, et c'est ça que nous ferons demain. Alors moi je suis Sylvie Barral, je suis fonctionnaire territorial et j'occupe les fonctions de ressources humaines et d'urbanisme au sein d'une commune du Vaucluse. Donc je suis spiripontaine depuis 2008. Bonjour, je suis Michel Onde, je suis spiripontaine, je me suis installé ici en 1980, donc j'ai eu une petite... Après bon,
voilà, donc nous allons nous parler de l'organisation. Bien sûr, vous parlez aussi du personnel de la commune de Pont-Saint-Esprit. Quand on parle de respect et de bien-être au travail, on a eu des remontées très négatives aujourd'hui sur le personnel. Donc on a fait un état des lieux par rapport à ces remontées sur les constats que nous avons remarqués. Alors on a surtout remarqué une adéquation entre les postes et les compétences au sein de la collectivité. Oui, on se rend compte qu'effectivement, dans notre municipalité, dans notre organisation, il y a des gens qui ont des qualifications, qui ont de l'expérience, peut-être parce qu'ils ne les communiquent pas, parce que visiblement le dialogue a parlé à la qualité première jusqu'à présent. Bon, ils se retrouvent à faire des choses qui ne correspondent pas à leur expérience, à leur motivation. Alors on parle de bien-être, c'est pas facile d'être heureux et de s'éclater au boulot si on fait des choses qui ne vous intéressent pas et qui ne correspondent pas à votre formation. Voilà. L'important, c'est de redonner aussi du sens au travail, pour que les gens soient heureux au travail. Après, nous avons aussi un manque d'accompagnement pour le personnel dans l'évolution de leur carrière. Alors là, l'évolution des carrières est une chose qui est quand même relativement compliquée. Il faut un dialogue, il faut que les gens puissent échanger. C'est-à-dire qu'ils puissent venir pour dire voilà ce que je voudrais faire, voilà où je voudrais aller. Donc ça présuppose qu'il y ait, cette écoute, deux, qu'il y ait un véritable accompagnement par de la formation. Si quelqu'un veut se former pour quitter et aller vers d'autres horizons, il en a le droit. Si quelqu'un veut évoluer dans son service, par le biais d'une formation, il faut l'accompagner. De toute façon, s'il gagne en compétences, ce sont les gens de Pont qui y gagneront. Parce qu'il fera quelque chose d'intéressant, il le fera volontiers, et ça permettra de fonctionner encore mieux. Ensuite, on nous a fait remonter aussi des pertes de compétences par rapport à des métiers internes à la collectivité. Beaucoup d'activités sont aujourd'hui sous-traitées. Alors, là oui, on se rend compte qu'on a beaucoup de temps chantier. Là, bon, je ne vais pas vous les citer, parce que de toute façon, quand on sort de Pont, on les voit. Ce sont des chantiers qui sont magnifiques. Et tous les gros chantiers, comme le disait tout à l'heure Didier, on se rend compte que tout ce qui est maîtrise d'œuvre, tout ce qui est le pilotage des projets et autres, ma foi, c'est sous-traité. C'est-à-dire que les gens qui pourraient avoir un travail valorisant, qui ont de l'expérience, on a des gens qui savent faire. Je veux dire, tous ces gens-là perdent leur motivation. On leur dit, ma foi, c'est sous-traité. De toute façon, on a 2 millions d'euros le projet qui n'est pas qualifié. Alors, l'équipe de Didier, on s'est fixé un peu des objectifs par rapport à cette organisation. C'est de recentrer donc les élus par rapport à l'écoute des agents et des citoyens, c'est-à-dire vous. Oui, alors il y a deux choses. L'écoute des élus, des citoyens. Bon, lors d'une réunion précédente, j'ai pu comprendre que, c'était pas facile, pour nous ça le sera. De toute façon, si quelqu'un a quelque chose à dire à un élu, il y aura des permanences et les gens écouteront. Et ensuite, une réorganisation des services de la ville, je veux dire, pour plus de proximité. Et donc, les élus sont des gens impliqués et ils devront renforcer tout ce qui est proximité avec les gens qui sont concernés par les travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Bonsoir. Donc, j'ai la charge de vous présenter notre travail autour de la thématique jeunesse. C'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis maman de 2 jeunes enfants qui sont dans les écoles Spiripontaine et je suis professeure de français dans un collège classé réseau d'éducation prioritaire. Je connais un petit peu le monde de la jeunesse. Donc nos idées phares pour commencer, réhabiliter les infrastructures sportives, améliorer et créer des aires destinées à la jeunesse, proposer des solutions pour l'apprentissage et créer un lien intergénérationnel. Si on travaille efficacement avec la jeunesse spiripontaine aujourd'hui, on s'assure aussi un avenir et on leur assure un avenir prospère
pour notre ville, puisque les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain, ceux qui auront probablement envie de rester sur Pont-Saint-Esprit, de s'y installer, de créer éventuellement des entreprises et de faire marcher notre économie. Donc les constats qu'on a pu faire ont été basés sur nos déplacements dans la ville. On a circulé, on s'est déplacé, on s'est documenté, on a photographié. On a aussi demandé l'avis des Spiripontains. Et c'est là-dessus que vont se baser nos constats. Donc, premier constat, la vétusté des infrastructures sportives. Même si quelques premiers aménagements ont été faits par la municipalité actuelle, il reste encore beaucoup de travail à faire sur les infrastructures sportives de la ville. On s'aperçoit qu'il est difficile de pratiquer des activités sportives aujourd'hui dans de bonnes conditions. Des activités qui sont proposées souvent en hiver avec une absence de chauffage ou alors un manque de clarté. Et c'est vraiment les retours des Spiripontains qui pratiquent ces activités qui en font ce constat. Deuxième constat, le manque d'équipement en matière de jeux ou d'activités pour les enfants. Il reste encore de nombreuses zones dans notre ville qui ne sont pas équipées de jeux pour les enfants. Alors, ce sont quand même des jeux qui sont des lieux de rassemblement, des lieux de rassemblement entre les parents et les enfants, entre les enfants eux-mêmes, qui permettent aussi des rencontres, du dialogue, et qui sont essentiels au développement de l'enfant. Troisième constat, le manque d'implication de la commune dans l'orientation des jeunes. Alors, c'est un point particulièrement important, puisque de nombreux jeunes, et on en fait le constat pas que sur la commune de Pont-Saint-Esprit, mais de manière globale, que de nombreux jeunes, à l'issue de leur classe de 3e, se retrouvent en fait sans orientation, sans choix volontaire d'orientation. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent pas d'entreprise pour pouvoir se lancer dans la voie professionnelle. Or, de nombreux enfants n'ont pas comme ambition de faire de longues études, ont envie de très rapidement rentrer dans la voie professionnelle et ils n'ont pas de solution. Donc, il est important, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans ce domaine-là en accompagnant nos jeunes spiripontains. Et enfin, la jeunesse spiripontaine qui n'est pas suffisamment mise à l'honneur dans notre commune. Donc, nos objectifs principaux seront d'offrir à la jeunesse spiripontaine un cadre de vie agréable et festif, de les accompagner dans leurs projets professionnels, culturels ou quels qu'ils soient. En tout cas, nous serons une municipalité à l'écoute de la jeunesse spiripontaine et tout en faisant quand même le lien avec toutes les générations, qu'elles soient les adolescents, les jeunes, la petite enfance ou les personnes âgées. Juste pour appuyer nos constats, on a pris quelques petites photos en fait au cœur de Pont-Saint-Esprit, notamment le skatepark qui est une excellente idée puisqu'une excellente activité pour nos adolescents, mais qui est un peu laissé à l'abandon. On a des artistes, comme vous pouvez le constater sur Pont-Saint-Esprit, donc peut-être qu'on pourrait utiliser leurs compétences d'artistes à d'autres fins plutôt que celles de taguer les installations qui sont proposées par la ville. Ensuite, deuxième photographie sur la droite, les gradins du stade qui commencent un petit peu à montrer des signes de faiblesse qu'il faudrait rénover. Ensuite, des petites photos du gymnase du Clos Bonheur avec, on constate des améliorations qui ont été apportées sur le sol. Donc c'était déjà un premier pas, mais il reste beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'éclairage, en matière de plafond, de chauffage, des vestiaires. Donc tout ça à réanalyser, restructurer en respectant nos codes de ville verte, donc respect de l'environnement. Ensuite, on peut constater aussi l'absence d'utilisation de certains de nos espaces qui pourraient être utilisés justement dans l'installation de nouveaux jeux pour enfants. Donc il y a quelques petits exemples, le parcours de santé, tout ce qui est les lieux d'accueil des enfants, qui mériteraient d'être un petit peu plus équipés. Donc nos mesures, clairement, pour la jeunesse. Donc première mesure, rénover tout simplement les gymnases et les parcs de la ville. Prévoir qu'on puisse partager des moments en famille, c'est primordial, me semble, et qu'on puisse montrer aux enfants, aux parents et aux associations qu'on est là aussi pour les écouter et leur offrir de bonnes conditions pour que nos enfants puissent pratiquer dans de bonnes conditions, et remercier ces associations qui s'investissent au quotidien pour notre jeunesse.
Deuxième mesure, la création des aires de jeu, donc des aires de jeu supplémentaires pour que chacun puisse trouver proche de chez lui, proche de son quartier, une aire agréable et sécurisée pour se détendre ou partager un moment avec les enfants, par exemple à la sortie de l'école. Enfin, notre objectif aussi est de créer un service emploi-formation jeune qui va faire le lien avec toutes les entreprises du bassin et qui permettra de solliciter les entreprises autour de chez nous et les mettre en relation avec les enfants qui sortent de la classe de 3e ou après, si besoin. Mais dès que les jeunes auront besoin de prendre des contacts, la municipalité les aidera dans ces démarches. Ils seront soutenus et on les accompagnera. Il aura aussi pour fonction, ce service, d'accompagner le lancement de start-up en mettant à disposition des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs spiripontins, des personnes ressources et des locaux dans lesquels ils pourront chercher toutes les informations nécessaires et être accompagnés. Les métiers de notre bassin sont bien souvent méconnus. On a l'intention du coup de créer des événements autour de l'emploi et de l'entreprise et nous espérons du coup ouvrir d'autres horizons à la jeunesse péripontaine. Par exemple, la création d'un forum des métiers, création aussi d'un forum de l'emploi saisonnier qui pourront être des modes d'action efficaces. On a eu écho très régulièrement que de nombreux agriculteurs, viticulteurs spiripontins avaient besoin de main-d'œuvre pendant la saison estivale et qu'ils n'arrivaient pas à trouver de jeunes motivés pour utiliser ces emplois. Donc du coup, l'objectif de cet emploi, ce service emploi-formation, ce serait aussi de motiver nos jeunes, leur proposer des perspectives, alors certes à court terme puisque c'est de l'emploi saisonnier, mais au moins pour les aider et les lancer dans la vie professionnelle. Enfin, dernière mesure, c'est la mise à l'honneur de nos jeunes. Nous valoriserons les projets qui seront des projets qui mettront en valeur les compétences de chacun de nos jeunes de la ville. Alors, par des projets acteurs communautaires qui vont permettre à la jeunesse spirispontaine de se sentir considérée, des challenges, des journées citoyennes par exemple. Pour sensibiliser les jeunes aux problèmes essentiels de l'environnement, nous créerons un concours de bande dessinée autour du thème de l'environnement, un concours qui regroupera, en tout cas qui sera proposé à l'ensemble des écoles spiripontaines et qui sera, on essaiera de faire ça, en lien avec le salon du livre de jeunesse de la ville. Enfin, nous mettrons en place un festival dans lequel tous les jeunes pourront exprimer tout leur potentiel dans les domaines, qu'ils soient culturels, sportifs. Voilà, si on a des grandes compétences dans notre ville, nous essaierons de les mettre à l'honneur et de les valoriser. Pour aider les familles, nous mettrons en place une aide aux devoirs. Elles créeront un lieu d'accueil, enfants-parents, qu'on appelle le LAEP, lieu d'accueil enfants-parents, et qui sera un lieu d'écoute, de partage, d'accompagnement dans la lourde tâche que nous connaissons presque tous d'être parents. Voilà, je vous remercie. Donc moi, j'ai la charge du SOTOR. Je suis arrivé dans la région en 93 dans le secteur du nucléaire. J'habite Pont-Saint-Esprit et dans différents quartiers depuis 97 et aujourd'hui je suis dans le centre ancien. Donc, je suis un ancien chef d'entreprise en tout ce qui est nucléaire, alimentaire, mais également depuis en 4 ans, j'ai travaillé dans quand même tout ce qui est transition énergétique. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je me positionne dans les explications et surtout le thème de l'environnement. Et pourquoi on est le Doubs, comme on est dans l'environnement et qu'on a 4 thèmes principaux, l'écologie, la végétalisation, la décarbonation, les développements durables, le cadre de vie associé avec l'attractivité, c'est votre quotidien, et aussi, surtout, le patrimoine. Depuis 4 ans, je suis maître d'œuvre dans la réhabilitation, la rénovation de l'habitat, et j'ai également une entreprise générale du bâtiment, donc je sais exactement quelles sont les problématiques aujourd'hui liées au secteur sauvegardé, le centre-ville, les environnements et le patrimoine. Donc le constat, les espaces publics aujourd'hui, c'est assez simple de constater qu'ils sont ternes, non végétalisés, avec une attractivité inexistante, on peut dire quasi inexistante, mais aujourd'hui tous les gens qui sont interrogés et qui vivent au quotidien à côté de ces espaces, le premier qui me dit qu'il y a beaucoup d'attractivité, c'est qu'il y a quelque part un problème.
Vous avez vu le nombre de places qui ne sont pas réhabilitées, aucune végétalisation, aucun banc. Il y a au niveau des circuits, même pour les circuits touristiques, il n'y a pas du tout d'infrastructure. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un premier des constats. Aucun enjeu écologique dans les projets d'urbanisation. Je précise, parce qu'évidemment, il y a des projets en cours. On va vous parler de la superbe avenue. On parle de l'entrée sud. Moi, c'est une entrée sud, enfin bon, c'est une sortie, bref. Mais en attendant, la carte postale aujourd'hui de Pont-Saint-Esprit, c'est pas l'entrée sud. Si vous envoyez une carte postale dans n'importe quelle région, ça sera le centre ou surtout l'entrée nord. Depuis Pont-Saint-Esprit, c'est le vieux pont et la carte postale, c'est on reconnaît Pont-Saint-Esprit par rapport à ça. Donc aujourd'hui, quand je parle d'enjeux écologiques au niveau du projet d'urbanisation, je parle évidemment de la centralité, le centre-ville, le rendre plus attractif et surtout avec un enjeu écologique. Quand vous regardez, ils ont parlé des projets en 2019, la superbe courbe de Jean Jaurès, goudronnée, aucun enjeu écologique. Le Champ de Mars, précipité le Champ de Mars. Le Champ de Mars. Si vous regardez les projets qui étaient prévus pour la revitalisation, le Champ de Mars, même en termes de projet, c'est pas avant normalement 2021. Ça s'est précipité, je l'expliquerai pourquoi après. Où il y a un visuel paysager du Champ de Mars. Moi j'ai déjà participé à des conversations, justement, des discussions politiques à ce niveau-là, j'ai fait des présentations de projets. Un projet comme le Champ de Mars, qui est quand même un enjeu important pour Pont-Saint-Esprit, il n'y a absolument pas eu une étude paysagère. Aucune action en faveur des énergies renouvelables. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 5 énergies renouvelables. Il y a le solaire, l'éolien, l'hydraulique. Peut-être intéressant quand même, on est à côté d'un fleuve. Le biomasse, ça, tout le monde entend parler de biomasse, personne ne sait ce que c'est. C'est la gestion des déchets organiques, végétaux, animaux, etc., en vue de fabriquer de l'énergie à partir de ces déchets. C'est du recyclage. Et la géothermie. Donc, certains ont justement des pompes à chaleur. C'est l'utilisation de la chaleur des sols. Aucun réseau pour la mobilité douce ni de connexion au centre-ville. Mobilité douce, les parcours piétons, les vélos, ça peut être autre chose. Une fois j'ai organisé une manifestation, c'était des gyropodes, les engins sur 2 roues, et on a fait un tour et un parcours dans le centre ancien. C'est quelque chose quand même assez intéressant, même à la limite pour le tourisme. Les monuments historiques, les budgets liés aux monuments historiques. J'ai pas dit que c'était pas important, on est tous d'accord que Pont-Saint-Esprit sont le patrimoine des monuments historiques. Évidemment, c'est un des points les plus importants pour le tourisme. Par contre, quand vous regardez tout ce qui a été rénové en matière de monuments historiques, le cadre de vie n'a jamais été pris en compte. Il n'y a jamais eu une réflexion d'ensemble. Un monument historique seul, quelle que soit la dépense, quel que soit le montant, vous pouvez regarder, n'a aucune attractivité. Normalement, il faut une vision globale. Un monument historique doit être mis en valeur dans un contexte global. Je pense que j'ai quand même pas mal fait au niveau du constat. Par contre, je vais vous montrer quand même quelque chose d'intéressant au niveau des images. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, pas prises au hasard hein, ces images, elles ont été faites en septembre 2014 dans le cadre du projet et dossier de l'AIB Centre-Bourg. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parler. C'est la revitalisation quand même du Centre-Bourg, le centre Bourg-Guérour. Donc vous avez des bâtiments, septembre 2014, ça, c'est une photo, des photos que j'ai faites la semaine passée. Ça fait 6 ans que c'est dans le même état. Il faut savoir qu'il y a une convention qui a été signée pour la revitalisation, pour obtenir des budgets, des aides de l'État. On a fait d'ailleurs une belle maquette du Bourg-Guérour, qu'on peut voir à la Maison du Patrimoine. Depuis 2014, un des chantiers qui a été fait, qui a été terminé l'année passée, c'est les fameuses places avec des marches dans le centre ancien, en 6 ans. Formidable. Donc je dis non aux bâtiments abandonnés. Vous avez les bâtiments abandonnés, mais vous avez aussi tous les commerces vacants. La convention. Voilà. La convention signée en novembre 2015. Et un point très important, c'est qu'il y a aussi un programme national de revitalisation qui a été signé aussi et présenté en janvier 2016. Je peux passer à la suivante, parce que ça, c'est quand même pas mal. C'est un bâtiment qu'on a juste avant, mais par contre, c'était indiqué dans ce programme de nationalisation qu'en fait, les élus, la majorité, projet question, avaient indiqué qu'ils allaient être les médecins de Pont-Saint-Esprit. Et c'est noir sur blanc, en gros. Donc alors aujourd'hui, c'est le coronavirus. Là, je dis, moi, c'est un virus de l'abandon. Parce qu'aujourd'hui,
Ça, on le voit peut-être pas, mais c'est un péril imminent. Je vous invite à regarder la réglementation. Péril imminent. Ils ont 1 mois, les propriétaires, pour agir. S'ils ne le font pas, c'est la mairie qui doit prendre le relais. Ça, c'est 2017, péril imminent. Rue Saint-Antoine. Donc, quand on dit, quand on regarde les listes, les programmes, les papiers qui ont été distribués, ils sont à fond, évidemment, sur la revitalisation, etc. Sauf que c'est prévu depuis 2014. Donc, j'ai à un moment donné, en 2020, se dire, on va peut-être le faire, je pense que c'est un peu en retard. Nous, c'est prévu, on a les mesures, et je peux vous dire que quand on parle de compétences au bon poste, je peux vous assurer que moi, en attendant, je vais lancer des projets, et il n'y aura pas de péril imminent. Je peux passer à la suivante. Voilà l'exemple de ce que je disais, les espaces publics. Il faut savoir que j'ai participé à des groupes de travail, des groupes évidemment, des commissions, j'ai été invité, je ne sais pas s'ils ont eu raison finalement aujourd'hui, mais en attendant, j'avais fait remonter même des propositions concrètes pour justement végétaliser avec des îlots végétalisés justement sur différentes places publiques. Il n'y en a que 2, hein. Je ne vais pas faire non plus, hein. L'idée c'était pas de faire un roman photo. Hein. Donc aujourd'hui, voilà un exemple parmi d'autres de l'état actuel de la revitalisation qui a été faite à Pont-Saint-Esprit depuis 2014. Nos objectifs, faire de Pont-Saint-Esprit, c'est une belle ambition, la première ville verte du Gard-Rhodanien en lançant un grand plan de décarbonation. Être une équipe municipale éco-responsable. On ne peut pas prétendre faire de Pont-Saint-Esprit la première ville verte si on n'est pas éco-responsable entre nous. Faire du Rhône une priorité des attractivités de la ville. On l'a déjà dit nous, le 7 février au Prix de Saint-Pierre, d'un seul coup, plein de projets viennent. D'un seul coup, le Rhône devient une priorité. Formidable. Ça fait 6 ans, voire 9 ans, d'un seul coup, on va s'intéresser au Rhône. Prioriser l'amélioration et la revitalisation du cadre de vie pour les habitants et les commerces. Et il y a un gros boulot. Nos mesures. Créer, ça c'est pas un vain mot, créer un service environnement et développement durable. Ça signifie que ce service aura pour objectif d'élaborer une charte écologique pour tous les projets d'urbanisation. On s'est été repris, mais je l'ai dit, le 7 février. Et on l'a écrit bien avant décembre. Pour la petite histoire. Mise en place des commissions de concertation et de contrôle avec les citoyens qui veilleront à l'application de cette charte. On ne peut pas écrire une charte écologique derrière si on ne veille pas, si on n'a pas des commissions de surveillance et de contrôle. Et en impliquant les citoyens, si vous faites un projet qui soit justement, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau des espaces publics, et bien les citoyens qui sont dans ce périmètre-là seront concertés et feront partie des commissions de vérification si le projet qui a été étudié est bien celui qui a été appliqué avec cette charte. Il ne suffit pas de dire on va écrire une charte, il faut vérifier. Notamment justement les projets d'amélioration du cadre de vie, tous les citoyens seront concertés. Alors, ça paraît peut-être bizarre à chaque fois qu'on le dit, je le redis. Donc j'ai vu qu'il y avait une des opposantes a repris aussi l'idée, mais on l'avait dit déjà depuis longtemps. Le budget participatif. On vous sollicite pour dire votre avis sur le cadre de vie, des choses à hauteur de 200 000 €. Maintenant, il va y avoir une augmentation. 250 000 €. Moi, je suis épaté. Hein. Nous, on le supprime. Parce que vous devez, vous, citoyens, être concertés sur tous les projets, quel que soit le montant. On n'a pas à vous dire, on vous sollicite pour 200 000 €, 250 000 €. Soyez heureux. On va vous faire vite fait quelque chose. Vous voulez des places de parking? Tiens, on va faire le Champ de Mars. Non, nous, on dit qu'il n'y a pas de budget participatif. Mais par contre, un projet comme le Champ de Mars, on vous sollicite, on fait des encadrements paysagers, invisuels, et on vous demande votre avis. C'est vous qui allez l'utiliser. Ça, c'est fini. Et le budget, on préfère le prendre et l'investir directement dans la valorisation des espaces publics. Créer des réseaux de déplacement doux. On l'avait annoncé, vélo, piétons, autres, ça peut être tous les véhicules qui ne dégagent pas de CO2. C'est la baisse évidemment de la pollution du CO2. Bien entendu,
bienvenue, connecté avec la Via Renard, on l'avait expliqué. C'est quand même un parcours jusqu'à Marseille, le long du Rhône, Pont-Saint-Esprit étant le long du Rhône et même à côté du Rhône. Donc c'est quand même un peu aberrant de ne pas prévoir justement des places en eau. Mettre en valeur le patrimoine par la création de circuits pédagogiques fléchés, incluant une offre éco-touristique. Ça, pour l'instant, personne. C'est pour ça que tout à l'heure Didier a dit on va attendre de faire cette première réunion pour après le mettre évidemment dans le programme. Parce que ce point-là, c'est vraiment une synergie entre le tourisme et les acteurs locaux. Donc déjà, il faut une application, création d'une application touristique Pont-Saint-Esprit, qui n'existe pas, avec les différents parcours qui sont identifiés avec une signalétique sur place, mise en place aussi de jeux de pistes via l'application, dont un associé, on a pensé que ça pouvait être intéressant, associé avec le marché provençal du samedi matin pour découvrir les produits locaux. Et mise en place de plans de situation avec l'identification des parkings. Vous allez vous balader dans le centre ancien pour savoir le fameux panneau « Vous êtes ici ». Vous pouvez le chercher. Vous ne savez pas où vous êtes. Alors non seulement vous ne savez pas où vous êtes, mais en plus vous ne savez même pas où vous êtes garé. C'est quand même formidable. Donc l'idée, c'est quand même de savoir où on se situe avec les parcours fléchés et trouver évidemment les parkings où on est garé, où on peut se garer. Donc vous voyez, la réflexion elle est quand même assez globale. Et l'idée, c'est que sur les pistes pédagogiques, c'est qu'évidemment les tourismes, quand ils répondent bien à un questionnaire, parce que le but c'est de leur faire découvrir le patrimoine, donc après avoir évidemment agencé l'attractivité du centre et compagnie, c'est qu'ils peuvent gagner. Et nous, ce qu'on a pensé, c'est que s'ils répondent bien à l'ensemble des questions touristiques, donc en ayant visité les lieux, c'est qu'ils gagnent des bons d'achat à dépenser auprès des commerçants et des producteurs locaux. C'est tout bête, mais au moins il y a une synergie entre le tourisme qui rapporte à la ville et également on fait profiter les acteurs locaux. Valoriser le Rhône en réhabilitant les berges et en créant, c'est notre objectif, une plage touristique. Dans un premier temps, sécurité et reprise des accès au Rhône, notamment pour les pêcheurs. Il y avait des pêcheurs, moi j'en ai vu dans le passé, essayez d'aller prendre votre barque et puis descendre là, place du port, avec votre barque. À part bagayer sur des cailloux, bon. La création d'une plage, évidemment, c'est un enjeu. C'est en concertation avec la CNR, Natura 2000, pour les spiripontins et pour les touristes, en partenariat, comme je l'ai dit, avec les commerces, les producteurs, artisans locaux. Si on fait une plage, forcément, il y a une zone, on va dire commerciale, c'est pas le terme, mais une zone, évidemment, qui vont permettre justement à des artisans, des producteurs locaux, des commerces, de pouvoir proposer leurs produits. Revitaliser le centre-ville et les espaces connectés, places, voiries et stationnement. Donc, les mesures, créer des îlots urbains végétalisés au niveau des places publiques pour adapter la ville au changement climatique. Tout le monde en parle, personne ne fait rien. C'est un enjeu partout. Avec, ça c'est quand même quelque chose qu'on y tient, c'est un affichage des températures justement, avec des espaces et des places de référence. Repenser le fonctionnement des allées et des parkings du centre économique, centre-ville économique, avec une concertation obligatoire des commerçants. Repenser aussi le fonctionnement de la circulation des parkings dans le centre ancien. Exemple, place Saint-Pierre, place Georgeville, avec les axes connectés. Ça veut dire que quand vous reprenez ça, ou la voirie, il faut penser aussi à la transversalité. Et pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement le monument. Des choses simples, il y a des passages, des voûtes, d'un quartier à un autre, ouvert des espaces publics. Vous allez voir, c'est sombre, c'est noir, c'est tout simplement mettre en place un nettoyage et un rafraîchissement régulier de ces passages. Déjà, ça va juste embellir et donner la lumière au centre ancien. Un point essentiel pour les propriétaires qui veulent justement rénover leur façade. Je suis bien placé pour savoir la complexité. Accroître la rénovation des façades en modifiant l'affectation des aides. Les budgets alloués seront gérés directement par la mairie, avec une approche par quartier, par rue. C'est essentiel. C'est pas attendre quelqu'un a besoin, évidemment, de refaire sa façade. S'il n'a pas les moyens, il va jamais le dire. J'en veux pas de damier. Pour avoir justement un changement, il faut raisonner par quartier et par rue. Alors déjà, qu'on va reprendre tous les bâtiments abandonnés, déjà ça va faire quelque chose de pas mal. Un petit mot sur les parkings en périphérie, je l'ai dit tout à l'heure.
c'est par rapport au Champ de Mars, une étude paysagère sera obligatoirement soumise à la validation des citoyens avant le lancement des travaux gérés par le service justement qui sera créé, le service environnement. On a essayé de faire une cohérence quand même. Simplifier et mieux accompagner les démarches des propriétaires en secteur sauvegardé. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des propriétaires en secteur sauvegardé, c'est un parcours du combattant, ça peut avoir 6 mois, 1 an, ça peut mettre 1 an pour pouvoir avoir son autorisation. L'objectif, c'est de bien former les propriétaires qui achètent aussi en secteur sauvegardé, en partenariat avec les partenaires immobiliers, notaires et agences. Aujourd'hui, les gens, encore, qui achètent, ne savent pas qu'ils sont obligés de faire une déclaration de travaux quand il y a des travaux à l'intérieur. Donc tout ça, c'est un meilleur accompagnement, une proximité du service. Aujourd'hui, le service se perd. Il faut qu'on remette du service et qu'on les accompagne mieux. Réduire justement le temps d'instruction en améliorant l'accompagnement des projets réalisés. Par exemple, mettre en place des fiches travaux. Aujourd'hui, c'est très compliqué quand quelqu'un veut changer juste une fenêtre. Non, mais une fenêtre, là, c'est pas bon, je veux changer une fenêtre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut faire un plan de façade. Il faut représenter, il faut dessiner la fenêtre, il faut dessiner le petit bois, la traverse. Est-ce que le carreau il est plus large, plus haut, rond, carré? Et là, les gens sont désemparés. On dit, mais prenez un architecte, vous avez les moyens. Il va vous faire un petit dessin. Pour une fenêtre, ça c'est fini. On va faire des fiches, et en fonction du bâtiment, plus d'accompagnement. Il y a un architecte conseil, on lui dira, au lieu de dire, tu fais ci, tu fais ça, non. Il dira ce que par rapport évidemment bien à changer, il va dire, tu prends cette fenêtre et puis ton menuisier saura le faire. Simplifier. Supprimer l'ensemble des bâtiments abandonnés dans le centre ancien. Supprimer, ça ne veut pas dire qu'on va venir avec les bulldozers et puis la grosse artillerie qu'on va tout massacrer. On a parlé, j'ai assisté à une réunion publique, on entend parler de l'OPA, on entend parler de l'ORI maintenant. Opération de restauration immobilière. Apparemment plus coercitif. Ah mais il y a plus simple. Parce que quand vous avez des bâtiments comme ça abandonnés depuis des années, là vous mettez en place des procédures d'abandon manifeste en préfecture. Ça veut dire que le propriétaire a 1 mois pour se manifester. Et au fur et à mesure, s'il ne se manifeste pas, ça veut dire que c'est vraiment abandonné, la mairie, je veux dire, je simplifie, petite procédure, mais on récupère le bâtiment. Et puis derrière, si on récupère le bâtiment, on le réhabilite, et là on peut faire peut-être la mixité sociale, et pas du zonage. Modifier justement l'accompagnement des aides en faveur des propriétaires occupants. Aujourd'hui, quand vous regardez les aides, c'est les aides de l'ANA, on va vous dire, ah ouais mais il faut mettre en place des loyers intermédiaires, loyers modérés, loyers très social. Si vous êtes propriétaire occupant, il ne faut pas gagner au-delà de certains montants. Je suis désolé. C'est pas parce qu'il y a un propriétaire qui dépasse certains seuils qu'on ne peut pas l'aider. C'est juste une histoire de niveau d'aide. Mais aujourd'hui, nous, on veut aider tous les propriétaires qui viennent s'installer. Et donc, dans ce cas-là, le pouvoir aussi, on parlait tout à l'heure économique, les impôts, justement avec une autre population qui vient, on a une mixité sociale, on augmente aussi le niveau, évidemment, des impôts au niveau de la ville. Le patrimoine, là, ça va être... j'ai bien des bons sujets là. Le patrimoine. Rénover le patrimoine dans une démarche globale d'attractivité de la ville. Donc le nombre de monuments, si vous ne le savez pas, il y en a 16. L'Hôtel-Dieu, un des points qui est vraiment aujourd'hui un peu fumant, fait partie quand même des monuments protégés. Je le dis et je pèse pas mes mots là, c'est protégé. Aujourd'hui, on le dit, on n'est pas contre une vente. Parce que tout le monde dit, ouais, ils sont contre la vente. Non. Je dis là, vu comme ça s'est passé, avec un protocole qui a été très rapide, il fallait vite signer juste avant les élections, nous on dit, il est nécessaire de reposer à minima les fondamentaux du projet. On ne dit pas qu'on veut pas vendre. Parce que, déjà, aujourd'hui, il parle d'attractivité. Le projet de l'Hôtel-Dieu, tout le monde le dit, les 2 candidats, c'est pour l'attractivité de la ville. Par contre, vous mettez dedans du commerce, etc. En fait, vous êtes en train de créer une micro-ville dans l'Hôtel-Dieu. Vous faites un projet autarcique. Donc, j'aimerais bien savoir qu'en mettant du commerce dans l'Hôtel-Dieu, au détriment de nos commerces qui tirent la langue, j'aimerais savoir comment on fait l'attractivité. Parce que les gens, ils ne vont pas se bouger, ils ne vont pas sortir de l'Hôtel-Dieu, enfin du site,
pour aller consommer dans le centre-ville. Donc déjà ça, nous, on a un gros problème avec ça. Ce projet, je le rappelle, avait été présenté justement dans la convention de revitalisation. Novembre 2015, signé, rappelé en janvier 2016. Il y avait un projet, pourquoi il était acheté? C'était pour la mairie, mettre ses services. Il y avait déjà prévu un hôtel, il y avait prévu aussi des logements sociaux, mais que 50, pas 102. Il y avait prévu une maison médicalisée, il y avait prévu aussi un cinéma. Et je vous dis 2-3 quand même thèmes qui sont importants. A-t-il été pris en compte le redimensionnement de la station d'épuration qui est obsolète depuis 2012? Il y a déjà eu des scénarios qui ont été faits pour la changer. Donc évidemment c'est une compétence maintenant aglo, mais depuis 2012 on sait qu'elle est dimensionnée pour 10 000 habitants. Donc là, avec le projet d'hôtel-lieu, il faut qu'on m'explique comment on va pouvoir assurer 102 logements, plus les logements d'accession directe, plus les hôtels, plus la maison senior. Je t'ai oublié des trucs, je ne sais plus. Ensuite, il y a le Prieuré Saint-Pierre. C'est bien parce que de toute façon, il y a des partenaires qui financent à hauteur de plus de 50%. Le Prieuré Saint-Pierre était nécessaire parce que, évidemment, il prenait l'eau. Là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de continuité. Pourquoi on est allé basculer vers des projets comme la zone sud, l'avenue Général de Gaulle, alors qu'en fait, il était prévu, toujours dans cette convention signée par la municipalité, aussi le préfet et l'agglo, il était prévu une deuxième tranche, notamment le fronton. Je veux dire l'entrée du prieuré, qui aujourd'hui est fragilisé et manque de sécurité. Donc ça a été abandonné, on ne sait pas pourquoi. Nous, ce qu'on veut faire, c'est refaire une étude pour analyser le vrai besoin. Analyser le besoin et identifier évidemment quels sont les besoins et pas refaire n'importe quoi. Donc c'est pas qu'on va abandonner le Prieuré Saint-Pierre, c'est que d'une part dans le projet de Prieuré Saint-Pierre, on va aussi analyser l'environnement, les espaces publics et les places publiques. Et pour finir, j'en aurais fini avec ça. Ouais, j'ai fini. On en a parlé beaucoup et d'un seul coup ça part dans les oubliettes, c'est les escaliers monumentaux. Donc nous, dans un projet, on n'est pas contre, on veut juste étudier un projet dans son ensemble, du centre-ville, jusqu'à la sécurité évidemment, pour aller jusqu'aux digues, et après, jusqu'au parcours piéton le long du Rhône. Voilà, je vous remercie, je suis désolé, j'étais un peu long. Merci. Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien Gilles et je suis viticulteur sur la commune. Et donc le territoire, je le côtoie tous les jours. Tous les jours. Et l'écologie, le développement durable, l'environnement, je ne vais pas en reparler, ne vous inquiétez pas, mais je les côtoie tous les jours. Donc comme disait Didier, on a tous des compétences à votre service, à notre service, que je suis expérimenté comme vous. Et donc du coup, c'est une chose qui me tient à cœur. Alors, je vais être moins expressif que Thierry, moins long aussi. Mais je vais vous présenter cette lettre. Le constat, il est simple. Prenez votre voiture, traversez la ville, et on remarque quoi? Un plan local d'urbanisme qui est contestable, qui a été contesté, et vous le savez, c'est un chantier qui est colossal pour une mairie. Ça ne se fait pas en 5 minutes, et là je pense qu'on peut féliciter la mairie actuelle, les deux parties, parce qu'on a le plus désordonné et inégal depuis des années. Des années. Il n'y a eu aucune concertation du monde spiripontais sur ce sujet. C'est une catastrophe. Les règles qu'ils ont créées sont irrespectables envers les gens qui composent cette commune. Et dans le territoire, il y a aussi aujourd'hui le transfert d'énormément de compétences à l'agglo qui était devenu obligatoire. Et nous sommes aujourd'hui inquiets de voir prendre possession de toutes ces compétences, de tous ces projets, et d'être victimes de dictats par l'agglo sur notre commune. Les objectifs, ils sont simples. C'est retrouver une place de leadership dans le Garaudagnen et dans cet agglo, et de garantir une activité écotouristique pour notre ville. Et je vais vous expliquer comment. Les mesures, elles sont simples. En priorité, on fait une refonte globale du projet. Mais celle-là, on ne va pas la faire n'importe comment. On va associer les conseils de quartier, le monde agricole et tous les citoyens en général
pour la révision de l'urbanisme. Nous ne voulons plus d'une ville et d'une municipalité qui ignore ses quartiers et ses habitants. On redéfinira les droits à construire dans notre commune pour favoriser des logements en adéquation avec la ville que l'on veut. Thierry l'a dit tout à l'heure, les règles sont trop contraignantes pour nous et pour vous, pour tout le monde. Donc on créera de vraies zones pavillonnaires, on préservera, et ça me touche personnellement, l'espace agricole pour lutter contre l'étalement urbain et la densification du territoire. Préserver et mettre en valeur les sites emblématiques de la ville. Comme a dit Thierry, ça aidera, la refonte du PLU aidera au patrimoine. Favoriser les constructions écologiques, les espaces de vie et de détente sur notre ville. Permettre une émergence plus rapide des projets individuels écologiques et allier l'écologie dans tous les projets de la mairie. On ne va pas demander de faire des choses si nous, avant tout, on ne les respecte pas, comme ça se fait depuis trop longtemps. Faire un réel programme de rénovation des voiries, et pas seulement les principales, pas seulement qui sortent pour aller à Bagnoles. Les routes secondaires, ils les ont oubliées complètement. Mais depuis des années, c'est catastrophique. Je veux dire, que ce soit la plaine du Masconide, celle de Saint-Pancras, ou même celle des bords du Rhône. C'est catastrophique. Et d'ailleurs, la rénovation qui a duré et qui n'est pas finie de l'entrée, de la sortie ou de l'entrée de Pau, vous voyez comme vous voulez, endommage tous les jours un peu plus les voiries secondaires. Aujourd'hui aussi, pour l'agglo, c'est vous assurer d'être fort et d'être fort en proposition pour notre ville et défendre ses intérêts et ne pas laisser les autres villes et villages de l'agglo les défendre pour nous. Et dans cette refonte du PLU, pour finir, c'est vraiment, Thierry l'a déjà un petit peu avancé, mais créer un plan de tourisme avec une motivation autour de notre patrimoine et déjà dans la refonte du PLU, y penser. Tout est intégré, tout est en corrélation. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Chers Spiripontaines, Spiripontains, merci d'être venus nombreux ce soir pour écouter le projet qui est un programme, comme vous l'avez pu l'entendre, réaliste et qui se veut toujours au plus proche des Spiripontains. Alors, je vous rappelle que toute l'équipe est issue de la société civile et que nous sommes là pour défendre en fait les intérêts de la ville, des Spiripontains et pour essayer d'avancer tous ensemble. Alors, en ce qui me concerne, je suis Yacine Taleb. Je suis natif de Pont-Saint-Esprit puisque je suis là depuis le berceau. J'y ai grandi, j'y ai travaillé à Pont-Saint-Esprit et je compte y vivre et vieillir paisiblement, je l'espère. Alors, j'ai en charge de vous présenter la sérénité sociale et le vivre ensemble. Alors, le bien vivre ensemble, ça sera notre moteur pour la partie sociale. La gestion des logements sociaux sera une de nos priorités. On en a parlé précédemment avec mes collègues, notamment Thierry, et redonner de l'importance à chacun, puisque chaque idée des citoyens et des Spiripontains seront importantes à nos yeux. Alors, le constat, il est très simple au niveau du social. Le premier constat qui est issu des remontées terrain, d'ailleurs je remercie l'équipe qui a travaillé sur ce dossier, puisque leurs compétences ont permis en fait de faire remonter et mettre en relief trois idées phares que nous allons aborder ce soir. Le manque d'accompagnement des personnes âgées et handicapées. Alors, ce constat, c'est vraiment une réalité, puisqu'à aujourd'hui, nos seniors, nos aînés, qui sont aussi nos parents, se sentent isolés. Alors, je peux en choquer certains, peut-être en émouvoir d'autres, mais l'isolement, c'est vraiment un réel problème ici à Pont-Saint-Esprit quand on sait que 20% de la population est constituée de personnes âgées. 20%, c'est presque 2000 personnes. Alors, on peut relativiser en disant que l'isolement concerne 10% des personnes en France, mais en tout cas, ici, la municipalité se doit en fait de réagir par rapport à ça. Le deuxième constat, c'est la mauvaise localisation des logements sociaux récemment construits. Alors, Rassemblons les Spiripontains sont bien évidemment
favorable aux logements sociaux, puisque, pour rappeler le contexte, effectivement, les logements sociaux sont régis par la loi SRU qui date de 2000, pour laquelle chaque commune de plus de 3500 habitants se doit de disposer de logements sociaux, donc 20% pour les communes de plus de 3500 habitants et 25% si cette commune fait partie d'une agglomération, communauté de communes. Alors actuellement sur Pont-Saint-Esprit, on recense 5 organismes, 5 bailleurs sociaux qui gèrent 575 logements sociaux, ce qui représente 15%. Alors il reste encore un petit peu de travail à faire. Ce qu'on souhaite, c'est que bien évidemment, on vous le dit, on est favorable à la mixité sociale puisque les logements sociaux favorisent la mixité sociale. Par contre, pas n'importe comment, pas n'importe où. Je prends un exemple, un cas concret, quand on voit en périphérie du centre-ville que 24 logements sortent de terre à côté d'une antenne d'une hauteur de 30 mètres au-dessus d'une voie ferrée qui viennent déranger, je pense, la paisibilité. Peut-être qu'il y a des citoyens parmi vous qui connaissent bien ce quartier, puisque ça se situe à l'entrée sud de la ville, sur la hauteur de plein sud, qui viennent... Ah, madame, vous y êtes? Non seulement l'antenne que nous avons demandé de ne pas la mettre, elle a été mise. Le maire, j'ai été avec lui pour me plaindre. Ce pauvre homme n'a jamais signé de papier alors que sa signature est déçue de partout. Et puis maintenant, nous avons bien sûr tous les logements sociaux qui, malheureusement, je ne sais même pas où ils vont mettre leur voiture, d'ailleurs peut-être sur les toits, mais ils n'auront même pas la place. Merci madame pour votre intervention. Alors, les voitures, alors effectivement, déjà avant de les mettre, il faut pouvoir circuler, puisque la seule voie en fait, qui est disponible, c'est un pont où une seule voiture peut passer, et qui est limité à 3,5 tonnes. Donc effectivement, c'est une problématique. Alors, on verra effectivement les solutions que nous pouvons proposer. Et le troisième point que nous avons souhaité mettre en relief, c'est le manque de cohésion sociale et culturelle. Alors, à ce jour, il y a plus de 120 associations sur la commune de Pont-Saint-Esprit, des associations sportives, des associations culturelles qui œuvrent tous les jours, que ce soit dans le social et autres, donc ils font un travail extraordinaire, mais actuellement, pour être également secrétaire dans le milieu associatif, les associations ne sont pas assez sollicitées et on ne tient pas assez compte en fait, de leurs besoins. La mairie se doit d'être en fait facilitateur au niveau administratif pour les associations. Il y a également, on en parle un peu plus tard, la question en fait de la répartition du budget pour les associations. Donc ça, on en parlera. Et au niveau culturel, malheureusement, on constate que Pont-Saint-Esprit n'a pas de festivité digne de ce nom qui permette de rassembler tous les spiripontains autour d'un même thème. Donc ça, c'est un petit peu dommage, puisque effectivement, beaucoup ici, moi je vous dis que je grandis sur Pont-Saint-Esprit, on se connaît plus ou moins de vue, mais malheureusement, on n'a pas l'occasion d'échanger réellement avec tous les spiripontains autour d'un thème commun. Donc l'objectif, bien évidemment, sera d'améliorer ces conditions-là, des conditions de vie de nos concitoyens. Au niveau des mesures, alors la première mesure, ça sera de créer un service relais senior, puisque, comme je vous l'ai dit, l'humain sera au centre de nos préoccupations, et le fait de créer une cellule d'accompagnement administratif à domicile, j'insiste bien sur à domicile, puisqu'à aujourd'hui, nos seniors n'ont plus la possibilité, en fait, pour les seniors qui sont effectivement ont des premiers signes de dépendance, n'ont pas la possibilité en fait, de réaliser toutes leurs démarches administratives. Donc ça sera très important. Et l'avantage dans le social, c'est que les mesures n'ont pas besoin de beaucoup de budget, mais seulement d'un petit peu de volonté. Alors nous souhaitons au minimum faire une réunion par an avec le conseil municipal et proposer des thèmes sur lesquels nos seniors pourront travailler, comme par exemple les déplacements, la sécurité routière, la participation à la vie de quartier et les relations intergénérationnelles, comme l'a évoqué ma collègue Audrey tout à l'heure, pour la jeunesse. C'est vrai qu'on sait que les jeunes, les enfants sont friands des relations avec les personnes âgées et vice-versa, donc ça sera important de travailler là-dessus. Sur les logements sociaux, donc notre
projet est clair, c'est de réguler la construction des logements sociaux en périphérie du centre-ville et de privilégier la réhabilitation des logements anciens. Donc là, Thierry en a aussi bien parlé. Concrètement, quel est le rôle de la mairie sur ce dossier? C'est qu'il faut faire une table ronde avec les propriétaires, très clairement. D'une part, les propriétaires aujourd'hui, effectivement, laissent les logements et les locaux commerciaux vacants dans le centre-ville. Alors on l'a vu, hein, il y a des logements qui sont vacants depuis plus de 10 ans, 15 ans. Alors c'est vrai que ça nuit à l'attractivité du centre-ville, malheureusement. Donc à ce jour, les propriétaires, il faut leur redonner confiance pour qu'ils puissent effectivement connaître toutes les démarches administratives, mais le rôle de la mairie sera d'être un facilitateur au niveau de ces démarches administratives. Aujourd'hui, il y a trop de dossiers qui sont très compliqués à monter pour pouvoir en fait bénéficier d'aide. Alors la mairie devra demain inciter et aider les propriétaires à réhabiliter les logements anciens. Donc pour cela, il y a beaucoup de dispositifs comme l'ANA qui concerne en fait, c'est une aide qui concerne les propriétaires à petits revenus. Il y a les bouquets à 1 350 €, dont 2/3 des Français ont droit. Il y a la garantie Visal qui permet effectivement d'être caution pour les locataires qui ont des petits revenus, voire des étudiants, etc. La TVA à taux dégressif, donc à 5,5% pour les travaux, et la liste n'est pas exhaustive, bien évidemment, puisqu'il y a d'autres aides qui peuvent intervenir, notamment au niveau des collectivités. Donc ça sera vraiment notre cheval de bataille. Et puis la réhabilitation, comme Thierry l'a dit, c'est aussi pour le propriétaire être éco-responsable, puisque c'est faire un geste pour l'écologie. C'est également participer à redynamiser le commerce, puisque s'il y a une mixité sociale en centre-ville, ça permettra effectivement d'avoir de l'affluence dans les commerces du centre-ville. Enfin, je terminerai par la dernière mesure qui sera de faciliter la mixité sociale et culturelle. Alors, je parlais du milieu associatif pour être dedans. À ce jour, donc, on n'implique pas assez les responsables associatifs, mais moi je félicite ici, s'il y a des responsables associatifs, le travail qu'ils font au quotidien, parce que c'est pas évident, et même les demandes d'aide, alors déjà que c'est pas évident pour des propriétaires ou des chefs d'entreprise, alors dans le milieu associatif, on n'en parle même pas. La mairie se devra là également de faciliter ces démarches-là pour les demandes d'aide, et il faudra revoir le budget qui est alloué aux différentes associations. On ne construit pas sur un socle fort. Et nous, on va remettre les fondamentaux, c'est-à-dire on ne construit pas le toit avant d'avoir coulé de bonnes fondations. Il faut recouler de bonnes fondations dans cette ville.